Ouvrir la séance du conseil municipal. Notre maire nous rejoindra rapidement, et il est encore sur la route là. Il y a un léger retard. Je vais ouvrir cette séance du conseil par la lecture des pouvoirs. Donc Pont-Audrey me donne pouvoir, Rossi-Rosa donne pouvoir au maire, Jean-Jacques Gottigny donne pouvoir à Gérard Keff, Jean-Louis Cano donne pouvoir à Pascal Frangiamor, Anne-Marie Spataro donne pouvoir à Sylvie Lucchesi-Palli, Yann Cognard donne pouvoir à Gérard Lins. Voilà. Il n'y a pas d'autres pouvoirs. Il faut un secrétaire de séance. Pascal Frangiamor. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci Pascal. Compte rendu du dernier conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Je voudrais en savoir où est la commission à propos de Madame Riestra. Quelles sont les réponses de la commission? Normalement, c'était un délai, c'était 15 jours avant le transfert, et je pense qu'il y a un retard bizarre. Non, ils sont débordés à la commission. Ils sont débordés, mais ça n'a pas été fait en temps et en heure. J'ai eu Maître Yokoum qui me l'a confirmé. Okay. Des remarques sur le dernier... D'autres remarques? D'autres questions? Merci. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Je vous propose de commencer par le point numéro 2 sur les finances. Nous reviendrons sur le point numéro 1 quand le maire sera là. Budget principal, décision modificative numéro 5. Anne-Hélène, je te passe le micro. Donc une dernière décision modificative pour la ville et une autre pour le budget de l'Ermitage. Pour la ville, donc en section de fonctionnement dépenses, le sel de déneigement, on a fait une commande, donc 3 000 €, des fournitures diverses pour 6 670 €, une subvention au CCAS qui diminue de 20 000 €, ça fera l'objet d'un autre point à l'ordre du jour, 300 € pour une subvention pour le collège et 10 030 € pour le virement à la section d'investissement, ce qui nous fait un total de 0 €. Ensuite, en section d'investissement en dépenses, nous avons une écriture qui se neutralise en dépenses et en recettes de 25 530 € et 30 € capital des emprunts en dépenses. Donc, je reviens donc sur la recette de 25 530 qui s'annule, 10 000 € pour des produits de cession, moins 10 000, pardon, on le verra également dans l'ordre du jour, et 10 000 en plus pour le virement, 10 030 pour le virement de la section de fonctionnement, ce qui nous fait un total de 25 560 dans les deux parties dépenses et recettes. Des questions? Opposition? Abstention? Merci. Autre décision modificative sur le quartier de l'Ermitage? Oui. Là, voilà, il s'agit de montants très, très minimes, moins 40 € achat de prestations, plus 40 pour le rattachement des intérêts courus non échus, plus 15 pour des opérations d'ordre, que l'on retrouve en recettes. Total de chacune des parties, donc dépenses et recettes, 15 €. Des questions sur cette décision modificative? Oui, bon, s'agissant du quartier de l'Ermitage, je réitère ici mon opposition à ce projet, mais s'agissant d'une décision modificative, j'ai tendance à les accepter, d'autant plus qu'elle est très faible, mais ça ne met pas en cause mon opposition permanente et argumentée à ce projet. Merci. D'autres remarques? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point suivant, subvention.
7 000 euros à ISS dans le cadre de l'organisation de son chantier humanitaire de 2018. Donc c'est 7 000 euros qui seront... Monsieur le maire qui arrive. Monsieur, dames, bonsoir. Hop. Donc nous sommes sur le vote de subvention et tu as un pouvoir. Donc 7 000 euros ISS pour le chantier 2018. Donc ces 7 000 euros seront sur le budget 2018. Il s'agit de délibérer aujourd'hui pour permettre dès janvier de verser cette sub qui leur permettra de préparer leur départ. Et ensuite, je pense qu'il faut voter ces subs de façon dissociée. Oui. Donc, y a-t-il des remarques? Monsieur Savard. Oui, concernant donc ce financement, je ne m'y oppose pas là. Je suis convaincu qu'il y a d'excellentes intentions dans cette association-là, mais je demande qu'on revoie complètement notre collaboration à cette association dans un sens positif, bien sûr, pas pour annuler des choses, mais pour réorganiser notre collaboration à cette association. Comme ça a été dit en commission des finances, on vous invite à participer soit aux réunions de l'association, soit aux commissions jeunesse qui évoquent cette thématique. D'autres remarques? Y a-t-il des oppositions? 2 oppositions, des abstentions? 1 abstention, merci. 300 euros au Collège de Joffre pour le financement du déplacement des 3e à Verdun dans le cadre du projet Mémoire de la Première Guerre mondiale en Lorraine, la guerre totale à Verdun. Des remarques? Des oppositions, des abstentions, merci. Modification, c'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure lors de la décision modificative du numéro 5. Modification de la subvention 2017 au CCAS. Il s'agit de la réajuster à hauteur de ce qui est besoin dans ce budget primitif, soit la diminuer de 20 000 euros et donc la ramener à 487 400 euros. Des oppositions, des abstentions? Merci. Point suivant, avance de subvention au CCAS. Comme tous les ans, c'est une des délibérations classiques. Il s'agit de verser 6/12 de la subvention avant le vote du budget primitif pour permettre au CCAS de fonctionner correctement. Pas de position, pas d'abstention, merci. Convention d'attribution de sub avec le COS de la ville et du CCAS. Donc là, c'est le même principe, comme tous les ans. Donc on verse 6/12 de ce qui a été versé en 2017. Et si cette subvention, la subvention annuelle étant supérieure à 23 000 euros, il est proposé de signer une convention avec l'association. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Avance de subvention à la MJC, même principe. Et là, la subvention ne dépassant pas 23 000 euros, nous votons une aide avec la MJC. Pas d'opposition, pas d'abstention, merci. Indemnité du Conseil 2017 au percepteur. Il s'agit d'une indemnité de 1 172,96 euros brut, soit 1 060,06 euros net, répartie entre les 2 percepteurs, puisque en cours d'année, le percepteur a changé. Des oppositions, des abstentions, merci. Bien, merci Lionel. Mes excuses pour ce léger retard, mais ça a dû vous être expliqué. Je reviens de Lunéville, c'était un peu compliqué.
Merci aussi à Lionel d'avoir assumé l'engagement du Conseil et de m'avoir attendu pour que je puisse, avec vous, rendre l'hommage nécessaire. Notre Conseil a eu à souffrir de la perte d'un ami, en la personne de Jean-François Zattarin, l'époux de notre collègue et amie Christine Zattarin, qui nous a quittés il y a peu. Évidemment, je veux ici, au nom du conseil municipal, renouveler à Christine, à ses enfants, à toute sa famille, nos condoléances et notre plein soutien, bien sûr, dans ces circonstances. Notre ville a été endeuillée il y a quelques jours par la disparition, évidemment, de quelqu'un qui nous était aussi très cher, c'est Aldo Platini. Inutile ici de redire qui était Aldo. J'ai eu la chance, et on est quelques-uns dans cette salle, avoir eu cette même chance de le côtoyer, de le rencontrer à plusieurs reprises, d'apprécier. J'ai eu la faculté de dire à sa fille en particulier, mais on a vu aussi Michel il y a quelques jours aux obsèques, mais Aldo Platini était quelqu'un qui avait à la fois du charisme et qui était d'une simplicité, d'humilité réelle, d'un accès extrêmement facile et un véritable éducateur. Jeff perd un ami, c'est absolument incontestable. Il a, autant au plan sportif, lorsqu'il était en charge de l'activité, et il a suivi d'ailleurs l'activité du club jusque tard, parce que de temps en temps il venait voir les matchs, tant qu'il le pouvait, mais en même temps, nous le savons, le rôle qu'il a eu à jouer au niveau du football et ensuite évidemment auprès de son fils. Donc voilà deux circonstances douloureuses que le conseil municipal et plus largement la ville avec Aldo avons eu à traverser. Et je vous invite évidemment pour leur rendre hommage à respecter 1 minute de silence. Je vous remercie. Bien, je vous propose de reprendre l'ordre du jour. Vous n'avez pas, le point numéro 1. Donc je vous propose de procéder à l'élection d'une nouvelle commission d'appel d'offres, puisque, évidemment, on se souvient du souhait de modification de la commission qui était intervenue. Depuis, ce souhait a été entendu, puisque un nombre important de commissaires m'ont fait part de leur démission. Et donc, évidemment, ces démissions ont fait en sorte que la commission dans son entier doive être réinstallée. Donc, une liste a été constituée. Je n'ai pas reçu de proposition. Je me tourne vers non. Nous n'avons pas reçu d'autres propositions que celle qui vous est présentée. Je vais rappeler la liste qui est soumise à votre vote. Lionel Gérard, Jean-Jacques Gottigny, Lucien Vigo, Anna-Marie Savard, Emmanuel Berger et les suppléants Christine Zattarin, Gérard Lins, Jean-Louis Cano, Édouard Kozlowski, Antoine Diazio. Je vous invite évidemment à procéder maintenant au vote. Je rappelle évidemment que je suis président de la dite commission. Ah, pardon. Alain, je t'en prie. Oui. La
la dernière péripétie concernant cette commission a amené donc à une refonte suite à démission. En ce qui me concerne, j'ai bien analysé la situation en fonction d'éléments qui m'avaient été fournis, pour certains en partie donc par Monsieur Pierre-André Thiébaut, qui déclarait en 2015, lorsque j'ai claqué la porte de son groupe, il déclarait par ailleurs: que pensez-vous de laisser Alain Marie dans les commissions? Nous trois n'avons pas le temps, et en plus c'est sans intérêt. Alain Marie aime ses discussions et maîtrise les sujets. Plutôt que de ne pas y aller, je propose de le laisser continuer. Cela n'a effectivement aucune importance. C'est le texte d'un courriel que Pierre-André Thiébaut a envoyé à plusieurs personnes, dont moi. Alors, je rappelle pour mémoire que j'étais suppléant de cette commission et jusqu'à ce que je claque la porte de son groupe, Pierre-André Thiébaut me demandait de le remplacer quand il ne pouvait pas venir, et il n'a jamais pu venir. Je présume que maintenant, si j'étais resté suppléant, il ne m'aurait jamais demandé de le remplacer eu égard à l'évolution de la situation entre nos opinions. Par ailleurs, j'ai fait une recherche approfondie sur tous les comptes rendus de toutes les commissions, et j'ai découvert, parce que chacun sait ici à quel point je peux analyser des dossiers article par article, paragraphe par paragraphe, ligne par ligne. Je n'ai vu la présence de Pierre-André Thiébaut à aucune autre commission dont il fait partie. Aucune. Jamais, jamais, jamais. Donc, alors, il n'y a pas eu de compte-rendu de cette commission-là, alors. Ou alors je ne l'ai pas eu. Pas tous les comptes-rendus dont j'ai la disposition, il n'y a pas une fois. Voilà. Alors, la remarque de Pierre-André Thiébaut vaut aveu du fait qu'il n'est pas allé aux commissions auxquelles il devait aller. Voilà. Très bien. Donc voilà, ma position est très claire, et donc nous pouvons présumer que Pierre-André Thiébaut ne s'opposera en aucun cas à cette modification d'une commission à laquelle il n'a jamais participé et à laquelle il n'a jamais intention de participer. Bien. Ah. Monsieur Furlan. Donc, je certifie bien que M. Thiébaut était présent à une commission. C'était une commission des seniors, je me rappelle, au tout début. On a choisi le repas des anciens. Donc, si vous avez perdu votre temps à choisir le repas des anciens, je pense qu'ils vont apprécier, sincèrement. Mais une chose est certaine, c'est que nous, on a perdu notre temps avec vous. Ça, c'est certain. Et même si vous n'êtes pas venu très souvent, sincèrement, on perd vraiment notre temps. Donc, je vais arrêter de discuter. Bien, je vous propose justement qu'ensemble, nous ne perdions pas trop de temps, parce que là, l'intérêt est vraiment extrêmement limité. Donc, je vous propose de procéder au vote. Je vais donc appeler les élus dans l'ordre du tableau. Qui est scrutateur? Il faut scrutateur. Étant donné qu'il n'y a qu'une liste et pas d'autres listes, je ne sais pas si tout le monde est d'accord pour voter à main levée. il faut que l'accord soit unanime, pour qu'il y ait vote à main levée. Une fois qu'il y a cette liste, vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez passer d'office. S'il y a un vote à main levée, là, effectivement, il faut un accord unanime. Est-ce que... C'est la loi. C'est compliqué pour vous, la loi, j'ai encore constaté dans un procès.
Oh là 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 là, Monsieur Thiebaud, vraiment, vous ne perdez jamais l'occasion de vous taire, c'est extraordinaire. Mais mes amis là, qui viennent d'intervenir ont eu raison. Mais bon, cette considération unanime à votre égard devrait vous instruire. Mais enfin, vous manquez tellement d'intelligence que manifestement vous n'êtes pas en mesure de percevoir ce qui formule toutes ces critiques et ce qui les alimente. Bien, est-ce qu'il y a une opposition pour un vote à bulletin, enfin à main levée, pardon? Bien. Donc on va voter. On va voter. On va voter, parce que je préfère qu'il y ait un vote. Je préfère. Il y a des esprits tellement tordus dans cette salle que je préfère que nous procédions à vote. Bien. Oui. Les scrutateurs. Gérard, Pascal, scrutateur. D'accord. Allez, les bulletins sont là. Hop. Donc, je démarre. Peut-être tout à l'heure, quand ce sera le dépouillement. Qui c'est qui bascule? Toi. Oui, d'accord. Tu as un pouvoir, donc il faut deux. Ceux qui ont un pouvoir votent. Donc, pour Jean-Jacques Gauthier. Non. Je sais pas, j'ai pas la liste. Attends. Rosa Rossi. Rosa Rossi. Hop. Allez. À voter. Lionel Gérard. Passe-moi les... Gauthier, représenté par Gérard Keff. D'accord. Françoise Berg. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un pouvoir. De qui? Lionel a un pouvoir. Bah si. Lionel Gérard, il a le pouvoir d'Audrey Pont. Audrey Pont, donc. S'il vous plaît. À voter. Le vote doit se faire dans de bonnes conditions. Françoise, c'est bon. Lucien Vigo. Qui Zatarin est excusé, n'a pas donné pouvoir. Jean-Jacques Gautini. C'est moi. Gérard Keff. Gauthier et pour Keff. Donc tu voteras aussi pour toi, Gérard. Tu votes aussi pour toi, hein, Gérard. Angelo vote aussi pour Cano. À voter. Pour moi, maintenant. À voter. Ensuite, Pascal Frangiamort. Et puis Cano. Pour elle et pour Cano. Oui. Et Jean-Louis Cano. À voter. Encore un. Édouard Kozlowski. Elle n'a pas de pouvoir. D'accord. Sylvie Lucchesi-Pali se prépare. Elle a le pouvoir d'Anne-Marie Spataro. Et elle votera pour Anne-Marie Spataro, donc. À voter. Le prochain, ce sera Gérard Lintz. Gérard Lintz, Qui a le pouvoir pour Liliane Cognard. qui a pouvoir de Liliane Cognard. À voter. Là, tous les pouvoirs sont passés. Lydie Baggio se prépare. À voter. À voter. Lauré Labertin se prépare. À voter. Ensuite, Gérard Massenet.
Nadine Auriard se prépare. À voter. Mario Crescenzo. À voter. René Metzinger. À voter. À voter. Alain Savard. Emmanuel Berger. À voter. À voter. Sébastien Furlan. À voter. Antoine Diazio se prépare. Isabelle Wolf. À voter. À voter. Anaïs Guessot. Donc il y a eu 28 votants. Donc. 28 votes. Pierre-André Thiébaut. Ça ne m'étonne pas. Voilà, c'était intéressant qu'il y ait le vote en fait. Ah, pardon. À voter. Et puis Tout le monde a été acheté. Il refuse le vote. hop, C'est qui a dit non sur le personnage. je comprends rien du tout. Celui qui le demande, il ne le fait pas. Alors bon, je ne comprends pas. Déjà, en principe, Alors, François. il y a 27 votants. Bien. 27 votants, 27 bulletins. La commission est élue donc par 27 voix. Il n'y a aucune rature. Voilà. Merci pour cette élection unanime donc, ce qui permet à la commission de travailler dans les meilleures conditions puisque toutes celles et tous ceux qui sont réellement impliqués et qui sont intéressés se trouvent élus. Celui qui ne sait que faire de son mandat n'y est pas. C'est plutôt sain comme démarche. Alors, on continue. Avant de poursuivre l'ordre du jour, je voulais, et j'ai plaisir de vous présenter Nicolas Beaune, qui est ici. Levez-vous, Nicolas, voilà, mon nouveau directeur de cabinet, qui, évidemment, il a commencé à travailler, il a pris, pas tout à fait encore, mais il commence à prendre la mesure du poste, dans sa complexité, dans ses exigences et dans son rythme. Donc je lui souhaite évidemment la bienvenue. Je suis convaincu que nous ferons un excellent travail, un travail d'excellence. C'est ce qui a été conduit avec Céline Gonzalez-Brabant,
qui assiste à son dernier conseil municipal à Jeuf. Je ne dis pas ça à l'égard de Nicolas, que j'apprécie beaucoup, mais évidemment, je regrette le fait que la vie ait conduit à faire que Céline, alors qui nous quitte et qui quitte la région, puisque vous le savez, elle a décidé de prendre de la hauteur, puisqu'elle va vers Annecy. Mais donc, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à Céline, mais c'est partager 15 ans d'activité avec une telle intensité, et puis chacun reconnaîtra que ce n'est pas toujours facile de travailler en toute proximité avec moi, et pourtant c'est ce qu'elle a fait durant 15 ans. Elle n'est pas maso, mais par contre elle est très militante dans les engagements qui sont les siens, c'est-à-dire qu'elle n'a pas compté ni ses heures, ni son implication. Je l'ai dit l'autre jour, mais Céline, vous savez, sur 15 ans, nous avons eu, j'ai de nombreux collaborateurs dans cette ville, les deux principaux, la directrice générale des services et la directrice de cabinet. Il ne se passe pas une information, un événement de quelque nature que ce soit sans que ma directrice de cabinet ou ma directrice générale, mais là en l'occurrence c'est Céline qui s'en va, qui n'ait nécessité un contact, une réflexion, une initiative, une action. Donc c'est absolument considérable. J'ai du mal moi-même, et pourtant je les ai vécus, à imaginer tout ce que cela représente sur 15 années. C'est absolument considérable. Donc, je ne veux pas allonger mon propos. J'ai déjà eu l'autre jour à dire des choses, pas toujours de manière facile d'ailleurs. Je veux redire ici à Céline, évidemment, ma gratitude vraiment profonde, mon amitié, voire mon affection. Voilà, merci. Céline, merci beaucoup. Merci. Et évidemment, j'imagine que l'avenir consacrera encore toutes les qualités que vous manifestez, que ce soit au plan de votre humanité ou au plan professionnel. Merci au nom du conseil municipal, ou plutôt à un élément près, mais au nom du collectif municipal. Et bienvenue à Nicolas. Mais c'est ce que j'ai dit, je crois. J'ai dit bienvenue à Nicolas, me semble-t-il. On avait commencé par la présentation non, de Nicolas, donc... Non, j'avais dit bienvenue à Nicolas, quand même. Et Nicolas apprécie déjà, d'ailleurs, notre collectif, je suis sûr. Bravo, en tout cas, Céline, merci. Et bon vent. Bien. Modification du tableau des emplois permanents. Donc là, il s'agit de supprimer un poste d'agent de surveillance de la voie publique, donc un ASVP qui a réussi à passer policier municipal. Donc nous supprimons le poste d'ASVP qui n'est plus nécessaire. Et nous proposons de modifier l'intitulé de 2 postes. Celui de la conciergerie de la salle des sports et du cimetière devient désormais concierge de la salle des sports et agent de propreté urbaine. Et le poste gardien de cimetière communal devient gardien du cimetière et agent de propreté urbaine, puisque ces 2 agents assureront le balayage des rues environnantes de leur lieu de travail principal. Bien. Des avis contraires, des abstentions, unanimité, on continue. Vente d'un appartement communal. Lucien. Oui. En juin 2006, la municipalité a vendu 7 logements communaux situés dans l'immeuble 614 place de l'Hôtel de Ville à Jeuf. Il en restait un qui était consacré, qui était mis à la disposition de la concierge de l'Hôtel de Ville. Ce logement a été libéré début 2017 et il a été mis en vente. France Domaine, en novembre 2017, a évalué le bien à 37 000 €, hors droits et taxes, et nous avons un acheteur à 40 000 €. C'est un F3, 66 mètres carrés. Donc la commission urbanisme a donné un avis favorable et il vous est proposé de valider l'offre de 40 000 € pour la commune. Pas de remarques, pas d'opposition, pas d'abstention. Merci.
Rapport sur l'accessibilité de la voirie des bâtiments, Gérard Lins. Bien, donc je ne vais pas vous lire le rapport que vous avez tous reçu, mais rappeler les éléments remarquables. Le point d'avancement des travaux de l'agenda d'accessibilité programmé. Donc, agenda présenté lors du conseil municipal de décembre 2016, donc dans le détail. L'agenda a été accordé par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 9 août 2016. Les travaux sont prévus sur 6 ans en commençant en 2017. Les CERFA pour la réalisation ont été déposés puis validés par les services de l'État. En 2017, il a été réalisé ce qui était prévu, la mise en accessibilité totale pour les écoles des Tilleuls et les Capucines ainsi que la mairie. Sur Curel, la mise en place d'un élévateur et la réalisation de WC. Donc les WC, c'est en cours. Et je pense que ce sera peut-être fini avant la fin de l'année. Ça, Joël, non, pas fini, bon, pas loin, quoi. Donc c'est en cours. En 2018, les travaux 2017 et 2018 seront validés après la visite de contrôle. Pour les travaux 2018, les consultations sont en cours. Donc il faut savoir que tout est en cours pour les traçages, les aménagements d'escaliers, les signalétiques, etc. En 2017, pour les autres travaux réalisés concernant l'accessibilité, vous avez pu voir le centre multi-activité en photo, de la rue Franche-Pré, donc c'est l'espace Marie Curie, je ne vais pas rentrer dans le détail, ainsi que des exemples de marquage d'emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite. Donc vous avez des photos devant le restaurant Mogador, devant le bâtiment 2A quartier Mermoz à Arly et au 26 Grand Rue. Donc en 2017, on a réalisé 11 études pour ce type d'emplacement. Ça, c'est pas précisé. Donc la requalification de la dernière partie de la rue Commerce est en cours et finira en juin 2018. Donc pour les projets 2018, poursuite de l'agenda d'accessibilité, donc deuxième année du plan sur 6 ans, et fin des travaux de la rue du Commerce, donc réfection complète de la voirie, des trottoirs, de l'éclairage, en conformité avec les nouvelles normes d'accessibilité. Voilà, si vous avez des questions. Merci Gérard. Bon, il faut l'adopter ce rapport, je crois. Pas d'opposition, pas d'abstention sur ce rapport. Merci encore Gérard. Coopération intercommunale, rapport d'activité sur les 3 anciennes communautés de communes. Je remercie Anne-Hélène qui a fait une présentation très synthétique. Vraiment quelques chiffres, quelques éléments, en référence aussi avec leurs compétences. Le rapport complet. Oui, mais là tu vas faire distribuer. Je distribue ça. Ceux qui l'ont eu en commission des finances ne le prennent pas parce qu'il n'y a pas autant de feuilles. Mais c'est un tableau indicatif de quelques éléments structurants. Il s'agit simplement d'une prise d'acte concernant ce rapport. Je ne vois pas, à moins qu'il y ait des questions particulières, je ne vois pas l'intérêt de vous étendre sur ce sujet, d'autant qu'évidemment nous en sommes maintenant ailleurs, après l'application brutale et rejetant ainsi évidemment toute formule de consultation réelle et de prise de décision partagée. Il a été, vous savez bien, décidé par l'autorité préfectorale, la main du préfet ayant été tenue par un ancien secrétaire d'État, qui a conduit évidemment à la constitution que j'évoque de manière brutale de la nouvelle communauté de communes. Bien, c'est une prise d'acte. Bon. Les statuts d'Orne-Lorraine Confluence. Alors je voudrais, à ce sujet, je ne rentre pas non plus, vous avez eu le document des statuts. Je rappelle qu'à l'issue de la constitution forcée que je viens d'évoquer, mais ça valait pour n'importe quelle communauté de communes, durant la première année, le préfet avait simplement croisé, additionné les différentes statuts, c'est-à-dire les différentes compétences présentes dans les statuts des différentes communautés de communes. Certaines s'appliquant sur la totalité du territoire, d'autres qui concernaient
anciennement spécifiquement telle ou telle communauté de communes, ne s'appliquant que sur le territoire des dites anciennes communautés de communes. Les statuts tels qu'ils sont proposés ont été présentés, et j'ai soutenu cette présentation, comme étant eux aussi provisoires. Le président, mon ami Jacques Zanardo, considérant, à mes yeux, de manière légitime et compréhensible, qu'il valait mieux travailler sur le projet de territoire pour ensuite travailler sur des statuts qui soient en conformité avec le projet de territoire, et non pas l'inverse, ce que l'on peut bien comprendre. Le projet de territoire est en voie de rédaction. Nous sommes accompagnés pour ce faire par un cabinet d'études qui a déjà beaucoup travaillé, qui a produit quelques résultats à l'occasion d'une récente réunion du Conseil communautaire. Et je pense que ce travail devrait aboutir dans le premier trimestre de l'année 2018. Il y a donc nécessité, à ce moment-là, parce que c'est l'engagement pris. Ce n'est pas simplement ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas simplement parce qu'il y aurait légitimité ou parce qu'il y aurait logique dans ce sens d'élaboration, mais parce qu'il y a eu engagement très net, très clair, et qui est donc un engagement ferme et définitif. Il y aura révision statutaire, et c'est important, parce que les statuts tels qui sont rédigés aujourd'hui n'ont pas de réelle correspondance avec ce que va produire le travail que nous portons sur le projet de territoire. C'est parce que nous sommes en attente qu'il y a ce trait que je souligne fortement, à savoir la nécessité de retravailler sur les statuts. Donc, tout cela pour vous dire que les statuts qui doivent être adoptés aujourd'hui, sinon l'année prochaine nous ne pourrions pas travailler, seront remis en réflexion, en travail au niveau de toutes les communes de l'OLC, sans doute au milieu de l'année 2018. Mais j'insiste sur le fait que ce soit un engagement très net et très clair du bureau, du président, que j'ai accompagné, et donc je me suis exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet au sein de la communauté de communes. Il est important que ce travail, effectivement, puisse être plus pointu, plus précis, plus détaillé, rapidement, en 2018. Voilà, je ne suis pas rentré dans le détail des statuts eux-mêmes, parce que vous avez bien compris que pour l'instant, nous ne sommes pas sur ce registre de travail. Bien, est-ce qu'il y a des remarques ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc les statuts sont adoptés avec cette exigence partagée entre le président, moi, le bureau et notre conseil municipal. Très bien. Alors, motion en faveur de la protection du logement social. Vous avez reçu les projets de motion. Il y a des dispositifs gouvernementaux qui ont porté gravement atteinte aux capacités qui étaient portées jusqu'à présent par l'ensemble des partenaires et l'ensemble des bailleurs sociaux. En particulier la baisse des APL. Alors, je l'ai déjà dit, je crois, mais je le répète, au moment où on supprime l'impôt sur les grandes fortunes, logiquement, on baisse les APL. Je dis logiquement parce que, au moins, ça ne souffre pas d'aucun doute. On enrichit les plus riches, on appauvrit les autres. Mais je serais tenté de dire que la présidence Macron s'exprime assez nettement et assez bien dans ce double choix. Et en même temps, ça signifie un affaiblissement des capacités financières des bailleurs sociaux. Alors pour notre ville, ça a des incidences.
puisque MMH, que nous avons rencontré récemment, avait un projet de réhabilitation des blocs Clémenceau, Franche-Pré, Clémenceau, Franche-Pré. Ils sont en train de revoir toute leur programmation au niveau départemental. Ça ne veut pas dire que ces blocs-là ne feront pas l'objet d'eux. Pour l'instant, en tout cas, MMH a suspendu l'ensemble de sa programmation. Et donc, ce qui était envisagé là est suspendu comme le reste. Donc, je le dis parce que ce n'est pas une motion qui porte de manière générale sur un dispositif à l'égard duquel nous aurions des critiques à formuler. Il y a des incidences concrètes sur notre ville et des incidences négatives et malheureuses. Donc, je ne vais pas vous lire la motion, vous avez eu le temps de la lire, mais il y a effectivement des choix budgétaires au niveau gouvernemental qui sont évidemment antinomiques avec la conception que nous avons ici de l'intérêt commun. Sur cette motion, est-ce qu'il y a des remarques ? Je constate tous les jours dans mon activité des logements pitoyables à Joffre où les gens bénéficient d'APL, les propriétaires ne mettent aucun entretien dans les logements. MMH, par exemple, vous allez rue Albert Montanaro, il y a de l'eau qui coule dans les escaliers, j'ai des patients là-dedans qui sont malades à cause de l'entretien déplorable de MMH. Alors je veux dire qu'avant de défendre les bailleurs sociaux, il faudrait qu'ils fassent leur travail. Donc je pense que je voterai contre cette motion parce qu'elle est ridicule. Elle est ridicule parce qu'elle ne prend pas en compte la réalité de Joffre. Vous avez des logements pitoyables dont les propriétaires, grâce aux APL, surcotent les logements et je ne trouve pas que la mairie fasse grand-chose là-dessus. Bien, Monsieur Savard. Oui, effectivement, c'est une réalité. Il y a beaucoup de logements qui sont en très mauvais état et mis à la location. Est-ce que le fait que les locataires, un certain nombre de locataires bénéficient d'un APL a servi à certains bailleurs privés particulièrement à augmenter leurs tarifs en disant, voilà, compte tenu de votre APL, le loyer ne vous coûte que tant. Oui, ça c'est vrai. Pour autant, est-ce qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Ben non. Ce qu'il faut, c'est réglementer le système locatif en France de façon à ce que ce genre de dérapage, de déformation, donc d'une aide bien adaptée, soit... cette aide est maintenant détournée, voilà, c'est clair. Donc, ce qu'il faut, c'est autre chose que de supprimer ou de réduire les APL, c'est de les conditionner, c'est de surveiller le fonctionnement et surtout de surveiller les loyers. Je suis persuadé qu'il faut revenir à une réglementation claire des loyers en France, compte tenu notamment de ces dérapages-là. Alors, cette motion-là, je la vote. Je pense qu'elle est insuffisante en ce sens qu'il faut aller aussi vers une recherche de réglementation des loyers, ce qui n'est pas dit dans la motion, mais au moins c'est un pas dans le bon sens. Bien. Oui. Lucien. Oui, moi je voulais simplement répondre à M. Tchébo que, effectivement, il y a des logements qui sont pas en très bon état à Joffre. Il faut pas se voiler la face. Il faut pas se voiler la face. On sait ça, tout le monde sait. Bon, mais alors moi je veux pas défendre les bailleurs. Hein. Je suis pas là pour ça. Mais le constat que je peux faire, c'est que chaque fois qu'il y a un appartement qui est mis à disposition, c'est-à-dire que quand un logement est proposé à un couple ou à une personne, ce logement-là a été mis aux normes et il a été vérifié. Je dis pas que tout a été refait à neuf. Je dis que ça a été vérifié et ça a été rénové. Donc, ça, moi, j'en ai vécu l'expérience plus d'une fois. Après, souvent une fois, les gens qui sont logés, dégradent.
Et quand ils ont dégradé, eh ben, ils viennent nous dire on est dans un logement insalubre. Et nous, on fait ce constat-là. Avec la commission urbaniste, je peux vous dire qu'on en visite régulièrement des logements qui nous sont présentés comme étant des logements insalubres ou indignes. On va voir sur place, on fait des photos, on interpelle les bailleurs sociaux que sont MMH ou Bâti-Gère Nord-Est, et on fait ce qu'on doit faire. Alors, encore une fois, M. Tchébo, vous avez raison de dire qu'il y a à Geuf des logements qui sont indécents. Je suis d'accord avec vous. Mais pour le reste, quand même. Je suis d'accord avec vous. Le problème de la motion, ce que vous dites de la dégradation des bâtiments, moi je le vois tous les jours. Oui, oui. Je sais souvent mieux que la plupart des gens qui sont Bon. Mais pour l'instant, c'est Lionel Gérard qui a demandé la parole. La motion, elle est là pour protéger les bailleurs sociaux, parce qu'aujourd'hui, le calcul qui est fait par l'État, c'est de prendre de l'argent dans les caisses des bailleurs sociaux, donc de leur donner encore moins de moyens pour remettre en état ces appartements, ces logements. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est justement cette motion-là, elle est là pour protéger les recettes des bailleurs sociaux. Bien sûr, la tentative était là, de détourner notre attention du fond. Parce que le fond, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce que vient de rappeler Lionel. Il y a tentative de détourner l'attention, parce que tout simplement, effectivement, il est toujours plus simple de montrer du doigt. Il y a là les déshérences que nous connaissons depuis longtemps, de la part de celui qui a cette attitude constante. C'est sans intérêt. Il ne faut jamais lâcher la proie pour l'ombre. Et là, pour l'instant, il y a volonté gouvernementale de déshabiller effectivement les bailleurs sociaux, de leur porter un coup. Encore une fois, lorsqu'il y a ça, il y a tout le reste. Hein. Toutes les autres politiques relèvent de la même démarche, et en même temps, on enrichit les riches, comme je viens de le dire. Après, chacun peut faire son choix. Alors, dans toutes les villes de France et de Navarre, il y a des logements qui sont dans un mauvais état, quelle que soit la ville. Moi qui suis présent sur à peu près tous les territoires de Meurthe-et-Moselle, je le sais pertinemment. Sur la ville de Geuf, on peut s'enorgueillir, et Lucien a raison de dire que nous sommes attentifs et nous réagissons à chaque fois que nous constatons qu'il y a quelque part une attitude évidemment pour le moins contestable, et je mesure le terme en disant ça, de la part de tel ou tel propriétaire. Nous avons, je le rappelle, et Céline le sait bien, elle n'y est pas pour rien, par exemple travaillé à la constitution d'une plateforme de rénovation de l'habitat qui est en œuvre et maintenant qui a été pris par le pays et qui commence à développer des résultats intéressants. Et nous n'avons pas ménagé nos efforts pour mobiliser des moyens, en particulier au titre des différentes OPA qui ont été développées sur ce territoire et sur d'autres. Je ne reviens pas sur ces éléments-là, bien que ça puisse être intéressant. Il y a fondamentalement des choix politiques qui se posent. Je vous propose de les rejeter, ces choix politiques, et de dire au gouvernement « non, ça, nous ne l'acceptons pas ». Après, évidemment, chacun se positionne clairement à cet égard. Monsieur Furlan, et après, je vous propose de passer au vote. Donc, au départ, parce que je n'avais pas bien lu cette motion, je comptais m'abstenir de voter. Pas que cette motion peut paraître incongrue ou des choses comme ça. Non, c'est parce que pour moi, ça reste une bride de loi ou une bride de volonté du gouvernement. Et je me dis, j'aime pas trop juger avant que les choses soient faites. Après, en lisant correctement cette motion et quand je vois les chiffres qui sont annoncés là, j'ai tout de suite changé d'avis, je vous dis honnêtement, parce qu'on peut pas geler la ville à ce niveau-là. Donc après, si on peut voter contre, je vois pas l'utilité. Sauf si on a été élu par je sais pas qui, mais pas par des jobiciens. Donc je me dis, il y a un problème là. Donc non, on peut. Personnellement, je peux pas ni m'abstenir ni voter contre. Donc, voilà. Bien. Merci, Monsieur Furlan. Je vous propose justement de procéder au vote. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Unanimité. Tout cela continue à être logique. Unanimité moins une. Majorité, pardon. Unanimité moins une. Mais
tellement insignifiant. Vous voyez, ma langue a fourché. C'est classique. Ma langue a fourché. Alors, deuxième motion concernant tout simplement la réforme du code minier. Ça fait des années que cette réforme nous est promise. On parle de 2012, mais en réalité, c'est même plus ancien. Nous savons bien ce qu'il y a derrière le code minier. C'est en réalité les capacités qui sont données aux habitants de ces bassins comme aux collectivités de gérer de manière positive les situations créées à la suite de l'activité minière. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, puisque nous sommes, je serais tenté de dire malheureusement, très directement exposés à ce risque. Et nous en avons vécu tous les affres durant ces 20 dernières années. Vous voyez, ça fait près de 21 ans. Et il y a eu quelques modifications qui sont restées insatisfaisantes. Chaque fois qu'elles ont eu lieu, je me suis manifesté. J'ai dit l'opinion qui était la mienne sur les limites que s'imposaient les différents législateurs qui n'ont jamais voulu aller au bout, évidemment, de leur réflexion. Il y a actuellement à l'examen, je dis l'éventualité, parce que tant que les choses ne sont pas décidées, ça ne restera qu'une éventualité, d'une nouvelle évolution qui s'inscrit dans une logique progressive, on va dire, du régime minier. À mon avis, qui est incomplète, à nouveau. Parce que tout simplement, pour l'instant, le code minier, il est protecteur. Il est d'abord, il continue à être protecteur de l'exploitant et de l'État. Même s'il y a eu des tentatives d'inverser et de faire en sorte que les personnes les plus exposées, évidemment, voient l'État se suppléer, par exemple, aux carences constatées de l'exploitant. Enfin, mais nous restons encore assez largement loin du bon rivage, on va dire. Et néanmoins, s'il n'y a pas d'évolution, si le législateur est interrompu dans son travail, nous n'avançons pas. Et donc cette motion vise justement à appuyer toutes celles et tous ceux où qu'ils se trouvent en train d'agir pour que l'Assemblée nationale soit saisie et qu'elle aille au bout et qu'elle adopte une évolution du code minier sur le fond duquel, évidemment, il restera encore beaucoup à faire et à travailler. Le collectif des communes minières, d'ailleurs, auquel la ville de Geuf est adhérente, a produit beaucoup de propositions, avait rencontré de nombreux parlementaires et a eu à recevoir, il y a peu de temps d'ailleurs, les parlementaires de notre territoire pour évoquer avec eux les conditions dans lesquelles le code minier pourrait salutairement évoluer. Donc, ce travail de contact et continue à être alimenté par le collectif. Bien, là aussi, vous avez eu la motion, vous l'avez lue. Y a-t-il des remarques? Oui, monsieur Savard. Oui, là, on demande une révision ou un renforcement du code minier en ce qui concerne les indemnisations. Pas de problème. Mais nous pouvons remarquer ici sur le terrain que certains affaissements ont lieu en des endroits où il n'est pas précisé qu'il y a un risque. Donc il y a tout un autre travail à faire également et à réclamer sur la définition géographique des risques. Nous savons tous sur le plateau, juste au-dessus, là, les fissures, les failles qu'il y a déjà eu et qui peuvent se renouveler. Nous avons vu à Moyeuvre des maisons il y a quelques années seulement, il n'y a pas très longtemps, des maisons se détériorer, se détruire quasiment à un endroit où le risque n'était pas déclaré.
Nous avons vu donc sur le plateau, nous le savons tous, nous les connaissons, les failles qu'il y a, le fait qu'il n'y ait pas une définition géographique bien précise des risques a permis, par exemple, à Cédilor de dire qu'il n'y avait pas de risque sur le plateau où nous connaissons les risques. Alors évidemment, le porte-parole de Cédilor, que nous connaissons bien ici, lui, en ayant visité le site, a pris donc fait et cause pour toutes les déclarations de M. Cédilor et les publie sans vergogne sur son organe de presse que nous connaissons bien aussi. Voilà. Donc je pense qu'il est important pour Jeuf de faire une demande de révision également de la définition géographique des risques. Alors, moi, je n'ai pas listé tout ce sur quoi il faudrait pousser plus loin la réflexion, parce qu'effectivement, les questions sont nombreuses. Là, c'est une motion qui pousse à la réforme elle-même, parce que pour l'instant, il faut obtenir que le code minier puisse évoluer, puisse être réformé. Donc, vous voyez, on est loin du compte. Après, les limites géographiques ne peuvent pas relever d'un texte, d'une loi, mais la loi doit permettre aux partenaires locaux, dans des espaces d'initiative et de décision qui n'existent pas. On s'est doté de temps en temps d'une agence qui n'a jamais fonctionné, d'un conseil interdépartemental dont j'ai été membre, qui s'est réuni de manière intense pendant des mois et des mois, vraiment intense, et qui aujourd'hui n'existe plus et ne serait... Non, il existe d'ailleurs, il se réunit une fois par an. Ouais. Et encore, oui. Parce que c'était des endroits où il y avait la confrontation, quelquefois rude, entre les élus locaux, dont j'étais, vous pouvez l'imaginer, et l'ensemble des services de l'État. Tout ça n'existe pas. Donc, rien que cela, c'est-à-dire comment on travaille sur les territoires, qui contribue à ce travail, comment les choses se décident. Tout ça pourrait utilement faire l'objet, effectivement, d'une modification législative. Donc, on n'est pas dans le détail. Il y a plein d'autres questions, rien que la question de l'eau, par exemple, dans le cadre de la gestion du risque. En soi, c'est un domaine aussi tout à fait passionnant qu'il faudrait examiner. Mais bon, là, la motion n'a pas vocation à rentrer dans le détail du code, mais à dire le code doit être réformé. C'est tout. C'est la seule option que nous offre cette motion. Y a-t-il des oppositions à cette motion? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Bien, il me reste à la fois à vous souhaiter tous mes vœux pour le Noël. Nous n'avons pas fini pour la nouvelle année, en espérant que tout ça se passe pour le mieux et que, évidemment, ça vous permette de partager des moments précieux avec vos proches, avec vos familles. À vous dire que vous avez eu la liste des décisions que j'étais amené à prendre et la DIA qui est intervenue entre-temps. Avant de passer aux questions orales, j'en ai reçu 3. Une de M. Savard. Donc je lui donne la parole. Alors oui, avant de lire cette motion, puisque j'ai 2 minutes, donc j'ai un peu de temps quand même, elle est très courte là, je précise que je l'ai rédigée bien avant et elle a été expédiée avant que la dernière décision judiciaire ait été prononcée, donc connue. Alors voici ma question. Depuis trop longtemps, une coûteuse partie de ping-pong judiciaire alimente la chronique à Jeuf. En effet, d'assignations en assignations, les finances municipales alimentent une rubrique qui devient lassante. Certes, se manifeste à Jeuf une prétendue opposition qui n'a d'opposition que le nom et qui est en fait une détestation. Cependant, quand bien même les artificiers de cette détestation seraient encore plus pervers et mal intentionnés, quand bien même utiliseraient-ils encore plus les méthodes qu'ils fustigent chez leurs cibles,
Quand bien même leurs attaques seraient injustifiées, je suis convaincu que la solution ne passe pas par la judiciarisation. Ma question: allons-nous continuer longtemps à gaspiller les euros de nos contribuables pour alimenter une rubrique qui ne frise plus le ridicule, mais le nourrit? Alors, simplement, d'abord, je comprends, Monsieur Savard, sur le fait qu'effectivement, et vous avez raison, de fustiger de belle manière le comportement et l'attitude de certains. Vous devez savoir que si j'avais eu à réagir aux aberrations, aux ignominieuses calomnies, aux insultes, aux mensonges qui se multiplient, je n'arrêterai pas. Nous n'arrêterions pas vraiment dans des proportions absolument considérables. Donc ce n'est pas le cas. Donc déjà je vous rassure sur le fait que ce ne soit pas le cas. Parce que vraiment, sinon ce serait continu. Donc je partage votre souci, et c'est parce que j'ai ce souci depuis longtemps que nous faisons la part des choses. En même temps, à chaque fois qu'un individu, quel qu'il soit, se prêtera délibérément à poser soit un acte violent, soit un propos diffamatoire, en tout cas qui porterait ombrage à l'activité de la ville et à l'intégrité de telle ou telle personne dans ses fonctions, évidemment, je ne manquerai pas de réagir, parce que cela relève aussi d'une bonne gestion que de faire respecter pas simplement l'ordre, mais la bienséance, la correction, l'intégrité dans la ville. Donc voilà, je vous comprends, je partage parce que je suis attentif et je ne fais pas dans l'excès, et en même temps, je ne laisserai pas faire n'importe quoi. Bien, il me reste ensuite, il y a 2 questions de la part de M. Thibault. Oui, M. Gérard. Avant de vous laisser, je voudrais juste déjà vous souhaiter bonne fête de fin d'année, à vous et à vos proches, mais surtout profitons de cette pause de fin d'année pour réfléchir à notre rôle d'élu et à quoi on pourrait être utile pour notre ville. Et c'est les propos qu'a tenus M. Thibault tout à l'heure à la première question conforte ma position de ne pas écouter les questions de ce personnage, parce qu'il l'a dit clairement, quoi. Les commissions, elles ne servent à rien, alors que c'est le lieu de travail. Lucien l'a rappelé tout à l'heure sur les logements insalubres, le travail qui est fait par les commissions. Mais dans toutes les commissions, on est là pour travailler pour la ville. Or, M. Thibault, ce qui l'intéresse, c'est d'intervenir lorsqu'il y a la presse pour pouvoir faire un sketch. Peu importe les questions, l'intérêt même des questions et même des réponses. Je suis désolé pour toi, André, mais ça n'a aucun intérêt pour lui. Ce qu'il faut, c'est qu'il fasse le buzz. Alors moi, je ne suis pas d'accord de lui servir de faire valoir. Et comme à chaque fois, je me retire à ce moment-là. Bonne soirée. Je n'ai pas le seul. Bon. Alors, Monsieur Thibault. Non, c'est au... Voilà. C'est pas bon. Donc, monsieur le maire, la société Omega a été rachetée en catastrophe par Racine. Émanation de la CCI 54. Je ne m'étendrai pas sur les causes de cet échec qui était néanmoins prévisible. Cependant, monsieur le maire, je souhaite connaître les modalités prévues pour que la ville de Jeuf récupère l'argent avancé à Omégal. Par ailleurs, monsieur le maire, je suis surpris qu'aucun membre de la municipalité de Jeuf n'ait participé à la cérémonie de reprise d'Omégal par Racine. Permettez-moi, monsieur le maire, de penser que Racine, société très professionnelle, peut amener à Jeuf les emplois qui lui manquent. Il serait donc regrettable que la CCI 54 puisse penser que Racine et que la ville de Jeuf ne s'intéresse pas à la création d'emplois. Monsieur le maire, comment comptez-vous rétablir les relations avec la CCI 54 ? Bien, à nouveau approximation
À nouveau, manque d'informations, à nouveau attitude qui tape complètement à côté. Alors en plus, c'est assez surprenant parce que pendant un temps, je crois que vous avez été conseiller communautaire, mais ça n'a pas marqué, je vous rassure tout de suite, les conseillers communautaires, qui ne s'en souviennent sans doute pas. Peut-être en dehors, peut-être de vos endormissements. Il faut croire que cette expérience ne vous a pas beaucoup servi, expérience qui vous a peu servi. Monsieur Thiébaut, vous permettez, je vous ai laissé parler, donc vous allez me laisser parler, même si ça vous irrite. Alors, donc une expérience qui manifestement ne vous a pas servi, mais ça ne m'étonne pas. Vous ignorez encore qu'Omégal n'est pas une société, mais bien une pépinière d'entreprise, c'est-à-dire une structure multipartenariale destinée à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des porteurs de projets et des jeunes entreprises. Cette activité relevait de la compétence et relève toujours de la compétence de la communauté de communes qui a la compétence économique. Alors je ne veux pas ici rentrer dans le détail parce que cette question-là ne concerne pas directement l'activité municipale, même si cela nous intéresse, mais je vais en faire la démonstration dans un instant. Les difficultés rencontrées par Omégal, qui ne sont pas évoquées par vous, mais ça ne m'étonne pas, sont entièrement liées à une décision qui a été prise de manière unilatérale par l'ancienne majorité de la région Lorraine, qui a modifié les conditions du primo-accueil des créateurs d'activités, ce qui évidemment a conduit au dessèchement du potentiel évidemment qui alimentait Omégal. Avec mon ami Julien Gautini, avec lequel j'ai eu beaucoup à travailler, à discuter, à agir. Je me souviens même d'une rencontre avec le vice-président en charge des questions économiques ici même, enfin à Jeuf, sur ces questions, vice-président de la région. J'ai agi, je me suis élevé contre cette option de la part de la région Lorraine que je conteste encore aujourd'hui, même si, me semble-t-il, il y a des modifications intervenues au niveau du Conseil régional Grand Est. Mais évidemment, cet assèchement a conduit à une situation délicate pour Omégal. Les relations qu'a la municipalité de Jeuf avec la CCI, là encore, enfin... Mais c'est terrible d'avoir cette habitude de taper complètement à côté. Elles sont bonnes, ne vous inquiétez pas. Vraiment, elles sont bonnes. Je serais même tenté de les qualifier d'excellentes. D'ailleurs, c'est la CCI qui est contributrice de l'étude qui est en cours et conduite par l'EPF en lien justement avec la CCI en plein accord avec moi sur la question l'étude Bourg-Centre. Et d'ailleurs, je dois aussi vous dire qu'en tant que vice-président en charge des questions économiques, j'ai eu à recevoir, il y a une dizaine de jours peut-être, le nouveau président d'Omégal et un représentant de la direction de la CCI pour envisager les conditions dans lesquelles la CCI pouvait envisager, dans le cadre de Racine, de poursuivre son action au titre d'Omégal et nous a fait savoir à Jackie Zanardo et à moi-même les souhaits, les attentes, les demandes que nous sommes en train d'examiner puisqu'elles me sont parvenues et que je vais soumettre au prochain bureau communautaire. Donc, vraiment, la CCI n'a certainement pas besoin du porte-voix que vous voulez être parce que la voix est éraillée, la voix ne porte pas et la voix fausse la réalité des relations qui sont instruites entre la CCI et la ville de Jeuf et moi-même. Et je ne serais pas surpris que la CCI soit un peu fâchée de voir la tentative d'instrumentalisation qui est la vôtre à son égard. Deuxième question. Monsieur le maire, je souhaite que vous puissiez communiquer au conseil municipal de Jeuf le prix de vente de ces deux résidences. Par ailleurs, j'ai cru comprendre que la CCAS de Jeuf portait encore un emprunt pour l'achat de ces deux résidences. Monsieur le maire, est-ce que leur prix de vente permet de rembourser cet emprunt? Alors, d'abord, à nouveau, le décalage, mais c'est tellement habituel. D'abord parce que des informations ont déjà été données
à plusieurs reprises, que ce soit au niveau du conseil d'administration de la MSF, enfin du CCAS, comme ici, à plusieurs reprises. Mais je vais les redonner, parce que c'est jamais inutile d'enfoncer un clou, même lorsque le bois est dur, hein, évidemment, mais il ne faut pas renoncer. Le prix de vente de la résidence Jean Moulin est de 700 000 €, celui de la résidence Maurice-Pelletier est de 780 000 €. L'emprunt que porte actuellement le CCAS s'élève à 280 521 € pour la résidence Jean Moulin, à 390 786 € pour la résidence Maurice-Pelletier. Ce prix de vente permettrait, c'est évident, immédiatement de rembourser largement cet emprunt de manière anticipée. Ce n'est pas le choix qui a été fait, que j'ai proposé au CCAS et qui a été adopté, au contraire. D'abord parce que ça coûterait trop cher, tout simplement. Nous serions contraints de payer 29% du capital restant dû. Et oui, comme indemnité. Oui, parce que bien sûr, parce que si ce n'était que le capital, ce serait intéressant. Comme pénalité, oui. Et donc, nous remboursons les emprunts. Nous continuons à rembourser les emprunts et à utiliser ce capital de la vente des résidences pour financer nos projets à venir. Enfin, l'ensemble des avis sollicités, puisque avant d'aller vers cette proposition, évidemment, nous sommes entourés de conseils, et notamment auprès du cabinet de conseil qui nous accompagne pour la gestion de nos emprunts, ont tous validé ce choix et salué la bonne gestion des finances de la commune. Voilà, merci, bonne soirée. N'oublie pas ça. Ah oui. Hop.